What's good mes boys? Il y a quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo où j'ai react au pire ego lifter de la planète qui s'appelle El Campeón. Alors comme je l'avais dit, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Gracias, thank you, mi amigo. Mais malheureusement, il met tout simplement beaucoup trop lourd par rapport au mouvement et du coup, il se retrouve à faire des squats plus haut que la Tour Eiffel, clairement. El Campeón squatte aussi haut que là où est monté... Non, c'est pas Michou? Inoxtag. Félicitations, belle prouesse technique. Donc, le truc, c'est que dans la vidéo, El Campeón, il est en train de squatter avec Larry Wheels. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Larry Wheels, avant d'être une superstar du milieu du fitness, c'est un excellent powerlifter du côté non testé. Et vraiment, c'est, je pense, un des athlètes qui m'a le plus impressionné depuis que j'ai commencé ma carrière en powerlifting. Et du coup, là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir est-ce que Larry Wheels va être capable de corriger le squat technique de El Campeón, est-ce qu'il va lui permettre de réussir à faire un bon squat, et aussi, on va en profiter pour voir quels conseils donne Larry Wheels pour faire un bon squat. We are going to enter El Campeón in a powerlifting competition. Alors, ça commence bien, il dit on va faire en sorte que El Campeón fasse une compète de power. Bon, sachant qu'il a beaucoup de mal à descendre au squat, il y a du travail, mais c'est pas impossible. Is bar placement right on top of the rear delt. Okay. So you don't want to go here because here, this is a high bar squat and you're going to be weaker in this position. When you're powerlifting, the goal is to lift as much weight as possible. Alors honnêtement, la vidéo, elle commence très bien de mon point de vue, d'un point de vue power, parce que Larry, la première chose qu'il dit, c'est ce qui est capital de comprendre, c'est l'endroit où on place la barre. Alors, de manière conventionnelle, il y a deux endroits où on place la barre sur le dos au squat. Il y a la barre placée sur les trapèzes, donc ce qu'on appelle un squat high bar, barre haute en français. Et il y a ce qu'on appelle du coup le squat low bar. Donc pourquoi low? Parce qu'en fait, on va venir mettre la barre, vous voyez, l'arrière d'épaule ici, c'est vraiment sur cet endroit-là qu'on va venir mettre la barre. Et en fait, vous avez vraiment un endroit très stable pour positionner la barre. Et ce qu'il dit Larry, c'est très juste et je suis 100% d'accord avec ça, c'est que le high bar, c'est probablement la meilleure des variations pour développer les quadriceps, les muscles des jambes. Mais par contre, si l'objectif, c'est juste de soulever le plus lourd possible, le low bar est une meilleure alternative. La raison pour laquelle c'est une meilleure alternative, elle est simple, c'est que le high bar, vous allez beaucoup mettre l'accent sur vos quads, là où sur le low bar, évidemment, les quads sont quand même impliqués dans le mouvement, mais ils vont être beaucoup plus soutenus et supportés par d'autres groupes musculaires, notamment les adducteurs, les fessiers et dans une moindre mesure, mais quand même, les ischio-jambiers. Donc en fait, d'un côté, c'est comme si on avait entre guillemets que un groupe musculaire, contre de l'autre côté, quasiment 4 groupes musculaires. Donc logiquement, on va pouvoir développer plus de force sur le low bar. Et là, du coup, c'est ce que Larry est en train de dire. Donc honnêtement, je suis 100% d'accord avec ça. We're trying to move some heavy ass weight. So we're going to move the bar down here on top of the rear delt. And then when unracking it, be cautious not to stand straight up like this. Because then the bar is going to slide down your back, okay? Okay. So you want to keep your back in this position throughout the entire squat, meaning when you unrack the bar, you're unracking it using your legs only. Alors là, il y a encore quelque chose qui est très intéressant, je trouve. Donc, quand vous avez la barre en position barre basse, vous allez avoir un plus grand degré d'activation de l'action de flexion de hanche. Donc, naturellement, votre buste va être un petit peu plus penché en avant. Alors, on garde le dos neutre, donc entre guillemets le dos droit, mais au lieu d'être tout droit comme ça, on va être un peu penché en avant. Et c'est une simple question de physique, en fait, puisque la barre est basse dans le dos. Si jamais vous vous tenez très droit, votre barre, en fait, entre guillemets, elle va tomber. Donc, en fait, là, ce que Larry est en train de dire, c'est on va pas chercher à se redresser au moment où on sort la barre. En fait, on cherche à garder le même angle de buste, donc le même angle de dos, et c'est simplement pousser sur les jambes. Je suis 100% d'accord avec ça. Le problème, c'est que en powerlifting, notamment en IPF ou en FF Force, donc c'est les fédérations officielles de compétition, il y a une règle qui veut que l'athlète se tienne droit avant le début et à la fin du squat. Donc on se tient droit, l'arbitre nous donne le squat et à la fin, l'arbitre nous dit rack. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, si certains d'entre vous étaient abonnés à la chaîne à ce moment-là, en 2022, j'ai été disqualifié des championnats d'Europe parce que je ne me tenais pas assez droit pour les arbitres qui arbitraient ce jour-là. Donc le truc, c'est que je suis d'accord fondamentalement avec ce que Larry est en train de dire, à savoir, on doit garder le même angle de buste, mais si vous faites des compétitions, malheureusement, vous ne pouvez pas. Il va falloir vous tenir un peu plus droit au début et à la fin du mouvement. Mais d'un point de vue pure logique musculaire et logique de mouvement, là, ce que Larry est en train de dire, pour moi, ça fait 100% sens. Donc là, en gros, c'est au moment de El Campeón de se placer. A little wider, like wider than his shoulders with his feet. Más anchos así. Ok. Alors, on voit qu'il a la barre un tout petit peu plus basse qu'il l'a d'habitude.
Mais le problème, c'est que là, c'est clair sur l'image que la barre, elle n'est pas non plus au-dessus du deltoïde postérieur. Encore une fois, pour rappel, la barre, il faut vraiment qu'elle soit à ce niveau-là, donc vraiment sur le deltoïde postérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit, mais j'ai la marque de la barre à cet endroit-là, personnellement. Et l'avantage, c'est que votre barre, quand vous faites ça et vous contractez, il y a vraiment un endroit où vous êtes en mode « Ok, la barre, elle est parfaitement placée, elle ne va pas bouger ». Là, pour moi, il est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait en high bar, mais il n'est pas tout à fait en low bar. Et malheureusement, si la barre bouge, en fait, elle peut rouler sur son dos et en fait, vraiment le pincer un peu en position comme ça. Donc, pour moi, là, la barre, elle est encore un poil trop haute quand même. On rack, let the weight settle. 1 step back, 2, and then an adjustment step. Ok. Ok, on a placé la barre sur le dos, maintenant on veut la sortir et ce qu'il conseille c'est de faire 3 pas pour sortir la barre. Je suis 100% d'accord avec ça, c'est exactement ce que moi personnellement je fais. Alors la raison elle est très logique, c'est que moins vous allez faire 2 pas avec du coup beaucoup de poids sur le dos, plus vous allez conserver votre énergie. Et à contrario, plus vous allez faire 2 pas, c'est des pas inutiles et plus vous allez utiliser votre énergie. Donc clairement je suis 100% d'accord avec ça aussi. Idéalement on dit entre 3 et 4 pas maximum. Si vous avez besoin de faire plus que ça, c'est qu'en fait vous essayez de faire des trop gros pas. Donc ça sert à rien, faites un demi-pas en arrière, vous faites pareil avec l'autre jambe, ça fait 2 pas, et là le 3e pas en fait c'est pour trouver votre écart de pied, donc peut-être un peu plus large ou un peu plus serré en fonction de vos anatomies et de vos points forts physiques. Donc là on va voir El Campeón se placer. Là, vous voyez, là pour moi, il y a déjà un red flag entre guillemets, c'est que la barre, elle est à 0. Il n'y a pas de poids sur la barre. Et vous voyez que quand il la sort, elle fait un peu droite-gauche comme ça. Forcément, si vous faites ça avec beaucoup de poids, soit vous pouvez vous blesser parce que c'est quand même très instable, soit vous pouvez utiliser beaucoup d'énergie pour stabiliser la barre qui ne sert à rien. Donc du coup, là, encore une fois, pour moi, il n'a pas forcément bien maîtrisé le placement de la barre bien ancré dans le dos en fait. Okay. Perfect. Yeah. And then one more step to a little bit wider. Alors bon, il faut qu'on parle des chaussures de squat de El Campeón. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. Pas adapté, clairement. Pour moi, les 2 styles de chaussures adaptés pour le squat, c'est simple. C'est soit des chaussures d'haltérophilie qui ont un talon surélevé. Alors le talon surélevé, c'est pour les athlètes qui n'ont pas une bonne mobilité de cheville, donc à savoir qui n'arrivent pas à beaucoup avancer les genoux. Forcément, c'est une paire de chaussures très intéressante. Ou alors des chaussures plates. Alors moi, personnellement, j'utilise les Jordan 1, mais ça peut être n'importe quelle paire de chaussures plates. Je pense que, par exemple, les Stan Smith, ça doit être OK. Des Adidas, des trucs comme ça. Mais là, en réalité, on voit que c'est des bottes de chantier limite, donc on fait pas de squat avec des bottes de chantier. It's perfect right here. It's perfecto, amigo Larry. You can go a little more wide. Alors, Yeah. là, c'est le premier point sur lequel je suis pas 100% d'accord avec Larry, c'est qu'il lui dit « mets-toi plus large ». Sauf que, en fait, la largeur de pied qu'on va avoir, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la mobilité. Plus vous allez avoir les pieds larges, plus la mobilité de hanche, elle va être importante. Et donc, un athlète qui n'a pas beaucoup de mobilité de hanche ne pourra pas squatter avec les pieds très larges. Et aussi, le deuxième aspect, c'est comme j'ai dit, point fort, point faible. Donc, un athlète qui a des quads en point fort, il aura plutôt tendance à avoir une prise de pied serrée. Et un athlète qui a plutôt la chaîne postérieure en point fort, donc notamment fessier, adducteur, et voire même un peu dos, aura plutôt besoin d'avoir une prise de pied large. Mais ça, pour ça, il faut déjà demander à l'athlète de faire quelques squats à vide pour s'en rendre compte. Et là, il n'a pas encore fait de squat à vide, et Larry lui dit, prends plus large. Comme j'ai dit, il n'y a pas une formule magique, c'est vraiment en fonction des circonstances de l'athlète qu'on adapte la prise de pied. Donc là, pour l'instant, je suis pas trop d'accord avec ça. Et de ce que je vois de El Campeón, on voit qu'il a des fémurs très longs, on voit qu'il a vraiment, ses jambes, elles sont très face à lui, donc ce que j'en déduis, c'est qu'il n'a pas une bonne rotation externe, et donc j'aurais tendance à dire plutôt une prise de pied, largeur de bassin ou un tout petit peu plus large, mais pas beaucoup plus large que ça. When you start the movement, I want you to think about pushing your butt all the way back, like this. Alors là, en gros, il est en train de lui apprendre la séquence de mouvement au squat. Et ça, je pense que c'est vraiment très bien. Parce que vous ne pouvez pas faire un exercice avec une charge sur le dos, surtout une charge importante, sans comprendre ce que votre corps va devoir faire. Donc le fait d'apprendre le squat sans barre, sans rien, pour moi, en fait, en réalité, c'est par là qu'on commence. Et là, il vient de donner un conseil qui est très intéressant. Au lieu de tout de suite pousser les genoux en avant, c'est en fait de venir reculer les hanches. Et ça ne s'applique que si vous faites du low bar, donc ça ne s'applique pas en high bar. Et pour moi, c'est un conseil très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, le fait de reculer les hanches, c'est ce qu'on appelle en power le pré-hinge. Et donc en gros, c'est de créer un angle de buste qu'on va vouloir avoir pendant l'entièreté du mouvement. Au début, Larry, il disait, quand on sort la barre, on garde l'angle de buste. En fait, là, cette partie du mouvement où on recule un peu les hanches au début, c'est pour conserver cet angle de buste de la même façon qu'on le conserve lorsqu'on sort la barre. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de présenter ça comme ça. From the top, and this time, try not to bend the knees, just by pushing his hips back.
Yes, there it is. Okay. Yeah, one more time. Yes. Okay. Uh-huh. Esto para hacer. Yes, exactly. And keep going all the way back. So keep going all the way back, all the way back. Uh-huh. Yeah, that's good. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit sur ce plan que du coup, El Campeón, il a des fémurs très très longs. Et un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un athlète qui a des fémurs très longs, son squat ne ressemblera pas au squat d'un athlète avec des fémurs très courts. Plus les fémurs vont être courts, plus vous allez pouvoir avoir un squat entre guillemets où vous êtes droit. Et plus les fémurs vont être longs, plus à cause de la longueur des fémurs, l'athlète va avoir un squat où il va être penché en avant. Et là, on le voit, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Mais El Campeón, il commence déjà à se pencher en avant. Et la raison, c'est pas qu'il a des quads faibles ou quoi que ce soit, parce que c'est juste son poids de corps, hein, donc voilà. C'est en fait parce qu'il a des fémurs très longs. Et ça, c'est vraiment un point clé à comprendre. Et là, Larry, je trouve qu'avec sa manière de lui apprendre le squat, c'est une manière qui justement met en avant les points forts. Fémurs longs, un peu plus penché en avant, donc on va aller plutôt chercher la chaîne postérieure. Et là, c'est ce qu'il est en train de lui apprendre. Donc encore une fois, je trouve que c'est très bien. I learned to squat this way myself, which is high bar squat. It feels very uncomfortable to squat low bar style. Alors là, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est pareil, c'est vraiment très bien, c'est que tout le monde a appris le squat, enfin quasiment tout le monde, avec le high bar. Et comme on a dit, le high bar et le low bar, c'est quand même deux styles de squat assez différents. Et du coup, en high bar, il n'y a aucun sens à reculer les hanches au début, puisque sur le high bar, encore une fois, tout va se jouer vraiment sur l'axe de flexion-extension de genou. Et le fait de reculer les hanches au début, c'est pour mettre plus l'accent sur l'axe du coup flexion-extension de hanche, qui est plus présent en low bar. Et du coup, c'est ce qu'il dit, c'est qu'au début, ça semble très bizarre, le mouvement en low bar. Et pareil, quand je suis passé du high bar au low bar, j'étais en mode wow, c'est quoi ça? Mais croyez-moi, au bout de quelques entraînements, la différence, elle est colossale. On se sent ultra à l'aise. Qu'est-ce que je suis mis? Et là, du coup, il est en train de directement lui apprendre le low bar. Et perso, je ferai exactement pareil. Demain, il y a un athlète qui vient me voir qui me dit Pana, je veux devenir le plus fort possible au squat, le plus vite possible. Je vais dire, c'est très simple. Le high bar est intéressant et personnellement, je fais du high bar et je programme du high bar. Je pense que c'est vraiment une variation très intéressante pour le squat. Mais pour optimiser la force, c'est le low bar. Et là-dessus, il n'y a aucun doute et aucun débat. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le high bar reste très intéressant, notamment en renforcement. D'ailleurs, j'en parle très rapidement ici parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se poser la question. Pourquoi est-ce que les athlètes en haltérophilie font du high bar et pourquoi ils sont forts au squat? C'est parce que, en fait, en haltérophilie, le but, c'est pas de soulever le plus lourd possible au squat. Le but, c'est de faire du squat en exercice de renforcement pour les deux exercices principaux en haltéro, à savoir l'épaulé et l'arraché. Donc, le squat en haltérophilie, c'est un mouvement de renforcement. Le squat en powerlifting, c'est le mouvement principal. Donc, le but, c'est de pouvoir charger le plus lourd possible qu'on peut sur le squat. Et c'est une des raisons pour lesquelles, du coup, les athlètes en haltéro font du high bar et pas du low bar parce que ça n'aurait aucun sens de faire du low bar pour un athlète en haltérophilie. Ok, donc Larry lui a montré comment on se place sous la barre, comment on sort la barre. Il lui a montré comment on exécute un mouvement de squat. Maintenant, l'étape d'après, évidemment, c'est de passer au squat. Et je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Okay. Okay. Alors, une seule ceinture et une seule paire de bancs de genoux. Déjà, nette amélioration pour ceux qui se rappellent la vidéo précédente. Il avait 3 ceintures ou 4 ceintures, je crois, quand il faisait du squat et 3 ou 4 paires de bancs de genoux. Alors clairement, ça ne sert absolument à rien. C'était juste inutile. Donc là, clairement, déjà, on est bien mieux. Yes. Alors pour rappel, son squat au début, il ressemblait à ça. Donc voyons voir comment est-ce qu'il est passé de ça à son nouveau squat et est-ce que Larry est un magicien? Perfect. Really good. Donc vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. On voit que naturellement, il place ses pieds, largeur de hanche et très droit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de mobilité de hanche. Pour moi, c'est logique. Donc clairement, là, c'est un bon placement de pied. On va voir ce que ça donne. Okay. Oh! Yes. Perfect. Oh, c'est pas mal. Down. Larry, big smile, il est trop content. J'aurais été trop content à sa place aussi. Perfect. Yes. Down. Up. Perfect. Yes. Down. Franchement, les gars, Up. Perfect. Yes. One more. techniquement, c'est un excellent squat et ça me fait trop plaisir de voir ça. Vraiment, là, je prends beaucoup de plaisir. En fait, voilà, clairement, quand on n'arrive pas à faire un mouvement, vouloir mettre trop lourd, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente où j'analysais un peu ses perfs et ses mouvements. C'est qu'en fait, là, il a un bon mouvement avec une bonne charge, etc. Si la série d'après, il met 140, naturellement, il va recommencer à squatter très haut, il va se crisper, etc. Parce que son corps ne comprend pas et ne connaît pas le mouvement. Alors que là, Larry, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ok, on enlève tout, on repart de la base, voici comment on place la barre, voici
voici comment on la sort, voici comment on fait un squat poids du corps. Maintenant, on va essayer de reproduire ça avec un peu de poids. Et en fait, c'est exactement ça. La prise de force, le powerlifting, ça passe par la technique, ça passe par la compréhension d'un mouvement et le fait de charger des poids de manière progressive et de manière cohérente. Et là, honnêtement, je suis trop content, je suis au max. Et techniquement, je vous dis la vérité, il a un squat vraiment très bon techniquement. Personnellement, j'aurais pas grand-chose à redire sur ce squat-là avec cette charge-là. Thank you, mi amigo Larry. En fait, vous voyez ce que je vous disais dans l'épisode précédent, je le kiffe El Campeón. J'arrive pas à me dire, ouais non, c'est un vieux mec, il fait des 8e de squat. J'arrive pas. Parce qu'il est trop en mode, thank you Larry et tout, il est trop. Et je pense que c'est cool aussi de, bon, voilà, on a rigolé, il a fait des squats de 2 cm d'amplitude. Mais par contre, derrière, ok, il est en train d'enlever de la charge et il est en train de faire le travail qu'il faut. Donc franchement, je suis trop content. That was great. Okay. Really good. So, Sí, vamos. Gracias, thank you, mi amigo of Larry. course, of course. Comment tu peux en vouloir à ce mec-là? Il est... Ouais, non. Bref, les gars, je vous jure, j'ai envie de faire une séance de power avec El Campeón maintenant. J'ai envie de faire une séance de power avec El Campeón. J'ai trop envie. And I want to talk a little bit more about the hip hinge because that's the most important part of a squat and a deadlift, right? Alors, les gars, c'est bon, je suis refait. À chaque fois que je vous parle de deadlift ou quoi, je vous parle de l'engagement des hanches, donc en anglais c'est le hip hinge. Et là, Larry, il vient de dire, le plus important au squat et au deadlift, c'est le hip hinge. C'est bon? C'est carré. Et il reste un dernier moment dans la vidéo où Larry va parler d'un autre point qui est très important, c'est ce qu'on appelle le bracing. Alors, j'ai une vidéo sur le bracing vraiment de A à Z qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Mais du coup, on va quand même voir ce que Larry a à conseiller à El Campeón sur le bracing. After they lift, pass out, it's because they're drawing air into their chest, not their diaphragm, and they're holding it there, and then that will lead to them going unconscious when the lift is done. In all my years of lifting, because I was fortunate to learn proper technique and breathing from a good coach, shout out John Gaglione, it never happened to me. But alors là, il est en train de dire un truc très intéressant et en fait, c'est un peu ça la base du bracing, breathing. C'est que, donc en gros, c'est le gainage en français. C'est qu'on ne cherche pas à remplir sa cage thoracique d'air, on ne cherche pas à faire ça. En fait, on cherche vraiment à remplir au niveau des abdominaux parce qu'en remplissant au niveau des abdominaux, on augmente ce qu'on appelle la pression intra-abdominale. Et la pression intra-abdominale, si vous voulez, c'est un peu comme une espèce de canette. Donc quand vous avez une canette de Monster qui est fermée, est-ce que j'ai une canette de Monster ? Ça, c'est vraiment le bracing. Donc là, vous voyez, la canette, elle est fermée. Et quand j'essaye d'appuyer, en fait, j'arrive pas à enfoncer. Il y a vraiment de la résistance. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu votre sangle abdominale. Donc si jamais j'essaye de l'écraser, j'y arrive pas. Et si vous voulez, une barre au squat, qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Elle essaie de faire... Elle essaie de vous écraser. Donc le fait de créer une grosse pression intra-abdominale fait que vous résistez à la pression de la barre sur votre corps, sur votre dos. Par contre, si j'ouvre la canette, je bois un petit peu et j'essaye de l'écraser, là, je vais y arriver. Donc c'est vraiment l'importance de la pression intra-abdominale et donc gardez en tête l'image de la canette. Mais comme j'ai dit, je vais faire une vidéo de A à Z là-dessus, donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo qui arrive très prochainement. SO Monster, je n'ai pas de partenariat avec Monster, mais j'ai un partenariat avec MyProtein. Donc si jamais vous voulez soutenir votre boy, code PANA, surtout MyProtein, c'est génial. Ah, gros, il faut placer la pub au moment où on peut la placer, tu vois. Bref, reprenons la vidéo. when you use your belt, it's too tight. And if the belt is too tight, you won't be able to effectively draw air into your diaphragm. Alors là, je suis extrêmement d'accord avec ce que Larry est en train de dire et ça revient un petit peu au point dont je parlais précédemment. Donc, le but de la ceinture, c'est d'optimiser notre gainage, d'optimiser notre pression intra-abdominale. Si votre ceinture, elle est serrée beaucoup trop fort, en fait, ça va vous demander beaucoup plus de force, ça va vous demander beaucoup plus de pression intra-abdominale pour effectivement gonfler votre ventre et contracter vos abdos. La ceinture, vous devez laisser un petit peu d'espace. Comme ça, en fait, quand vous allez gainer, vous allez pousser et vous allez fermer cet espace. Sauf que si dès le début, vous n'avez pas d'espace parce que la ceinture, elle vous comprime à mort et que vous ne savez pas faire une bonne pression intra-abdominale, vous n'allez pas pouvoir créer de l'espace puisque l'espace est trop comprimé par la ceinture. Donc vraiment, super bonnes explications de Larry depuis le début de la vidéo, je suis au max. Donc là, il va essayer de tout mettre en application à 100%. Donc à savoir placement de barre, sortie de barre, mouvement de squat, donc avec le pré-hinge, plus gainage et on va voir ce que ça donne. So guys, I am launching the One Gen Gym training and nutrition app on Black Friday.
Alors, à ce moment-là de la vidéo, Larry fait une promo pour ses services de coaching. Donc, je me dis, pourquoi pas moi aussi. Si jamais vous voulez suivre un programme de powerlifting, vous avez sur thepanache.app plus d'une quinzaine de programmes accessibles pour un seul abonnement mensuel. Et vous pouvez résilier cet abonnement à tout moment. Vous pouvez faire 1 mois, résilier 2 mois, 3 mois, bref. Donc, n'hésitez pas. Et en parallèle, pour ceux qui veulent un coaching individualisé, j'ai ouvert une équipe de coaching avec 2 autres coachs que j'ai formés et choisis. Donc, il y aura les liens dans la description. Donc, si vous voulez soit suivre mes programmes sur l'appli ou un coaching individualisé, allez checker la description. J'ai fini mon instant promo, Larry aussi, c'est parti pour voir le squat de El Campeón. Alors là, j'aime pas trop ce que je vois, il sort la barre et ensuite il place ses mains. C'est impossible de faire ça avec des grosses charges. Les gars, d'abord on place les mains, ensuite on place la barre, on la sort et une fois qu'on sort la barre, elle ne bouge plus de notre dos, on ne bouge plus les mains. Donc là pour moi c'est un petit red flag. Si j'étais Larry, je pense que je l'aurais fait re-raquer, j'aurais dit écoute, viens on revoit ça, replace tes mains, place ta barre, ensuite tu la sors, t'es tanké, tu ne bouges pas. Voyons voir quand même le mouvement. Alors, gainage. On peut constater qu'au début, il a gonflé sa cage thoracique. Et comme on a dit, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut vraiment gonfler au niveau abdominal. Donc là, j'aurais dit, attention, ne gonfle pas la cage thoracique. Mais sinon, le mouvement, il est 50 fois mieux. Hein. Clairement, le mouvement n'a rien à voir avec le mouvement précédent. Donc ouais, non, franchement... je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. C'est bel et bien la preuve que même le plus gros des ego lifters, s'il décide de comprendre la technique, de comprendre le mouvement, peut devenir bon techniquement. Et après, comment est-ce qu'on remonte en charge? C'est simple, progressivement. Par exemple, là, il est à 60 kg. Peut-être la semaine d'après, il monte à 70, 80. La semaine d'après, 80, 90, 100 kg et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, avec un bon programme, avec une bonne, ce qu'on appelle surcharge progressive. Donc, l'objectif, c'est de trouver une charge qui nous permet d'être challengé physiquement, mais aussi techniquement, mais qui ne nous met pas en situation d'échec, parce que si là El Campeón se retrouve en situation d'échec technique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer à ne pas descendre au squat ou avoir une mauvaise technique, etc. Donc vraiment là l'objectif c'est ça, et c'est encore une fois la preuve que même le plus gros des ego lifters, s'il est bien encadré, bien coaché, avec des bons conseils, comme là Larry il a donné des excellents conseils toute la vidéo sur le squat, on peut devenir bon, on peut devenir très bon. Honnêtement, je fais un prono, je suis convaincu qu'avec un bon entraînement comme ça, avec une bonne technique, en 1 an El Campeón il peut squatter 200 à la depth, 220. C'est un peu audacieux, mais c'est pas impossible, clairement. Voilà les boys, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si jamais vous aimez ce genre de contenu. C'est une des meilleures manières pour me le faire savoir et pour aider la chaîne. On arrive bientôt sur les 100 000 abonnés, je compte sur vous. N'hésitez pas à bombarder. Je prévois une vidéo spéciale pour les 100 000 abonnés. J'ai pas envie de la faire, mais je la ferai. Donc si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Et aujourd'hui, je vais faire un gros squat. Brrr.